On va démarrer dans quelques instants, le temps que les participants se connectent. Bienvenue en tout cas à cette tech session Anity. Bonjour et bienvenue. Donc, comme je viens de le dire, on va démarrer dans quelques instants, le temps que les personnes puissent se connecter. Bienvenue en tout cas. J'espère que vous n'avez pas trop chaud là où vous êtes. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Nous allons démarrer dans quelques instants. Là, voilà, comme je viens de le dire à ceux qui sont arrivés vraiment au tout début, on attend 1 ou 2 minutes là pour que les personnes puissent se connecter et nous allons démarrer. Donc voilà, bienvenue à chacun et chacune pour cette 15e tech session d'Anity. Ces tech sessions visent à partager les résultats d'Anity sous la forme de librairies qui sont directement exploitables, hein, donc avec un niveau de maturité fonctionnelle et technique suffisant pour que vous puissiez les utiliser et les intégrer dans vos plateformes. Donc, cette session sera dédiée à la robustesse avec Franck. Et merci beaucoup, vous pourrez tout à fait poser les questions pendant la présentation. N'hésitez pas à le faire, vous pouvez le faire par l'onglet Q&A qui est présent dans l'interface, hein. On réserve un moment de questions à la fin, donc surtout n'hésitez pas. Écrivez-les, ce sera plus facile comme ça pour les partager. Cette session est enregistrée et les slides seront disponibles ainsi que l'enregistrement pour les participants. Donc, merci à vous de vous être inscrits. Merci à Franck pour la présentation et je te passe la parole. Merci, Ousmane. Merci à toi de m'avoir invité pour cette tech session. Alors, je vais vous partager mon écran. Et voilà, on est parti. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de robustesse en apprentissage statistique et plus particulièrement de comment est-ce qu'on peut faire face à des changements dans la distribution de nos données. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, c'est un travail que j'ai commencé il y a quelques années sur une base, on va dire, plutôt théorique, et qui maintenant est implémenté dans une bibliothèque, donc SKWDRO, que je vais vous présenter après. Donc, le plan de ma présentation, globalement, ça va être de vous montrer un petit peu euh, quel était notre problème de départ, on va dire mathématiquement, quel problème on voudrait résoudre, ce qu'on a proposé comme modélisation mathématique de ce problème de robustesse en apprentissage. Et ensuite, eh ben, on passera à une partie un peu plus pratique où donc je vous montrerai comment est-ce qu'on peut utiliser la bibliothèque qu'on a développée pour résoudre ces problèmes. Alors, donc le coût, on va dire le modèle général qu'on va regarder ensemble, ça va être ce qu'on appelle la décision sous incertitude. Alors, je vais avoir besoin d'un tout petit peu de, on va dire, de bagage mathématique là-dessus. Mais bon, ça va être assez modeste, ne vous inquiétez pas. Donc, on va se dire que on a envie de prendre une décision qui va être paramétrée par un petit x. Donc, par exemple, il faut vous penser au poids d'un neurone, au coefficient de ma régression linéaire, ce genre de choses-là. Et cette décision, elle a un coût, f petit x, et un coût qui va dépendre d'une variable incertaine, quelque chose que je ne connais pas.
Ce que je connais pas, ça va être ben, la situation dans laquelle je vais l'appliquer. Donc là, fx de xi, ça va être, quelle est l'erreur d'un réseau de neurones avec des poids x si je vois une donnée xi qui m'arrive. Et la donnée xi qui m'arrive, ben, je ne la connais pas, évidemment, vu que c'est une donnée que je n'ai pas forcément vue dans mon genre d'entraînement, ce genre de choses-là. Et donc, on veut être relativement robuste vis-à-vis de ce xi-là. Donc ça, c'est quelque chose qui a été étudié en optimisation robuste depuis des dizaines d'années. Mais en apprentissage statistique, il y a des choses un petit peu particulières. C'est ça qu'on va regarder ensemble. Euh, D'abord, pourquoi est-ce qu'on a besoin de robustesse dans des applications en apprentissage? Déjà, on a souvent des environnements qui sont difficiles à prédire. Si on fait de la prédiction d'énergie, on a des contraintes liées par exemple à la production des éoliennes ou des panneaux solaires qui va être incertaine, donc sur lesquels on va avoir une certaine type de robustesse. On peut avoir, ça arrive très souvent aussi, des données qui sont biaisées ou trop vieilles pour être utilisées, ou alors censurées, ce genre de choses-là. Donc là-dessus, on va vouloir un peu de robustesse du coup sur notre phi qui va être nos données qu'on ne connaît pas, qui ne va pas correspondre exactement à ce qu'on a utilisé pour l'entraîner. On veut être aussi robuste maintenant de plus en plus à des attaques adversariales. Donc, par exemple, vous voyez l'image avec un cochon qui est classifié effectivement comme un cochon. Alors, c'est une image de 2017 ou 2018, je crois. Et oui, c'est ça, c'est le tutoriel de Caluter et Madrid, donc 2018, qui avait été parfaitement reconnu comme un cochon. Mais si on lui applique une transformation qui est à très peu perceptible, c'est-à-dire on lui ajoute un changement à chacun de ses pixels très difficilement perceptible, comme vous voyez dans l'image de droite, et ben cette image de droite, elle va être classifiée comme un avion de ligne par un réseau de neurones, par le réseau de neurones, le même qui avait prédit cochon à 99%. Ça, c'est vraiment le côté attaque adversarielle, mais ça correspond aussi à de la robustesse sur les données qui peuvent nous arriver, parce que ben voilà, le cochon, on ne peut-être pas exactement toujours le prendre en photo exactement de la même manière. Et enfin, c'est quelque chose, alors ça se rapproche plus des choses qu'on fait dans la chaire triale avec Jérôme Bolt, Skynar, Jean-Michel Loubès. Euh, Cette notion de robustesse et de devoir être préparé face à de l'incertitude, c'est quelque chose qui est complètement dans le AI Act et qui était dans les Ethics Guidelines for Trustworthy AI de l'Union européenne. C'est quelque chose d'assez important, notamment sur la nouvelle réglementation de l'IA. Alors, donc ça va être notre modèle. Donc, on a un coût de décision fx qui dépend d'une variable x, c'est ce qu'on va utiliser pour entraîner notre réseau de neurones, notre régression, ce genre de choses-là. Et ce qu'on ne connaît pas bien, c'est les données qui vont nous arriver dans le futur. En revanche, on est en train de faire de l'apprentissage statistique, c'est-à-dire qu'on va connaître un échantillon de données. Donc, on va avoir un peu de données. Et ces données, on va les appeler xi1, xi Donc, ça va être ce sur quoi on va entraîner notre modèle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour entraîner un modèle robuste? Les approches populaires de la littérature, c'est quoi? C'est de se dire, bah, si je veux être robuste, je peux être robuste face au pire cas que je peux obtenir. Par exemple, je peux me dire, bah voilà, euh, j'ai un cochon, je peux prendre toutes les images de cochon dont les valeurs du pixel sont à plus ou moins un de la valeur du pixel de mon cochon, et je vais être capable de toujours le reconnaître comme un cochon. Euh, Ça va être difficile à entraîner, ça va généralement donner des décisions qui sont assez pessimistes, et ça va dégrader énormément les performances directes de votre modèle. En revanche, si on utilise une, le truc habituel qu'on fait, qui est d'entraîner sur la base de données et d'entraîner l'erreur moyenne, on va vraiment faire, je calcule, 1 sur le nombre d'échantillons fois la somme des erreurs et je minimise tout ça. C'est notre empirical risk minimization, c'est ce qui est fait quand on entraîne des réseaux de neurones, des réactions, etc. Et ben,
ça marche bien si notre distribution de données est proche de la distribution de notre point xi qu'on ne connaît pas. Mais si ce n'est pas le cas, par exemple, si on n'a pas assez d'échantillons, si on a eu un changement, par exemple, dans la pyramide des âges entre les données qu'on avait et les futures données, eh ben, ça va pas si bien marcher. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Une approche qui gagne beaucoup en ce moment dans le milieu de l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle l'optimisation robuste en distribution, où on va faire quelque chose qui est qu'on va considérer euh, l'erreur moyenne, toujours, mais pas sur la distribution des données, donc pas sur vraiment la moyenne sur tous les échantillons de notre erreur, mais on va considérer l'erreur moyenne sur une distribution, probabilité, qui est proche de la distribution empirique, donc proche de nos données. Et tout est dans c'est quoi être proche en termes de distribution. Là, ce que j'ai noté ici, U de PM, donc c'est un voisinage de PM. C'est quoi être proche en distribution? Et du coup, vraiment, le design de ce voisinage, c'est ça qui va nous faire notre robustesse. Et bah, c'est quelque chose sur lequel il faut être un petit peu précis. Alors, qu'est-ce qui est intéressant comme voisinage? Pardon. On peut choisir différentes métriques pour faire nos voisinages. Nous, ce qu'on va utiliser, ça va être la distance de Wasserstein, donc qui est la distance du transport optimal entre les distributions. Je vous ai mis la formule ici, on s'en moque un petit peu, hein, il n'y a pas du tout de... euh, on n'a pas besoin pour la suite. Mais pourquoi est-ce qu'on utilise ça? C'est parce qu'en fait, c'est une métrique naturelle pour comparer des distributions de probabilité entre elles. Et en particulier, d'un point de vue mathématique, ce qu'on aime bien, c'est que ça compare naturellement des distributions empiriques et des distributions qui sont continues. Donc c'est comme si vraiment on était capable de pouvoir, on va dire, comparer nos données à, on va dire, la distribution des données qui pourraient nous arriver, voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est ça qui nous attire ici. Alors, ok, c'est c'est très bien d'avoir formulé ça comme ça, de formuler un problème d'optimisation robuste. Maintenant, comment est-ce qu'on peut on va dire le faire marcher en pratique et qu'est-ce que ça donne sur des exemples simples? C'est ça qu'on va voir tout de suite. Alors, évidemment, le problème d'optimiser un modèle sur la pire distribution dans une boule de transport optimal, c'est quelque chose qui, a priori, n'est pas tractable. Euh, c'est un truc avec des dimensions infinies partout, c'est dur. En revanche, il y a quelque chose qui est quand même intéressant, c'est que on peut utiliser la dualité pour obtenir l'équivalence entre notre problème robuste et le problème de droite, donc qui est l'un sur un lambda qui est un paramètre réel de donc un terme en lambda rho, où rho c'est le rayon de notre boule, et une espérance sur nos données, donc vraiment une moyenne sur nos données, de un truc qui est en sup, c'est-à-dire pour chacun des points de données, en fait, on va trouver le pire point de données pour le coup, moins la distance entre notre point de base et ce nouveau point. Euh, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas encore complètement gagné. En revanche, si on sait calculer un peu explicitement le terme entre crochets, en fait, ça va être assez facile. Alors, on va regarder quelques petits exemples simples dans lesquels on est capable de tout calculer. Et ensuite, on verra ce qu'on peut faire si on n'est pas capable de calculer ça. Alors, premier petit exemple, c'est le vendeur de journaux. C'est un exemple qui est très classique en recherche opérationnelle. Je suis un vendeur de journaux, j'achète des journaux à 5 euros, je les revends 7 euros, ça fait quand même cher le journal. J'aurais peut-être dû prendre d'autres. Oui. Ce qu'il connaît, c'est ses dernières ventes sur les N dernières journées. Ce qu'il veut maximiser,
c'est évidemment son profit. Et son profit, c'est quoi? Eh ben, c'est euh, K fois le nombre de journaux qu'il achète, moins U fois, donc K c'est son prix d'achat, U c'est son prix de vente, moins U fois le nombre de journaux qu'il vend. Évidemment, il ne peut pas vendre plus de journaux qu'il en a acheté, et il ne connaît pas le nombre de journaux qui va être disponible, qui va être acheté demain. Donc l'incertitude vient sur c'est combien le nombre de journaux qu'on va me demander demain. Alors, du coup, comment est-ce qu'on formule des décisions robustes? C'est quoi les décisions habituelles, etc. Alors, tout d'abord, si on se dit c'est quoi le pire cas qui peut arriver, bah, le pire cas c'est qu'il n'y ait personne qui vienne m'acheter de journaux. Et du coup, bah, si le pire cas c'est que personne m'achète de journaux et que je prends une décision à partir du pire cas, eh ben, je vais acheter zéro journaux. Si j'achète pas de journaux, personne va m'en acheter, je m'en moque. J'ai payé 0 euros, on m'a acheté pour 0 euros de journaux. Donc j'ai gagné zéro. Mais au moins, j'ai rien perdu. Donc tout ce qui est approche pire cas, ça va souvent aboutir à des décisions un petit peu extrêmes comme ça. Euh, Ensuite, je peux dire, eh ben, je vais minimiser le coût moyen sur les derniers jours. Je vais regarder, ben, euh, si je prends en moyenne la moyenne de mes ventes sur les derniers jours, eh ben, je peux calibrer pour que ben, j'achète le nombre de journaux qui va me faire gagner le plus d'argent. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est que la robustesse ici? Alors, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Ici, là, je peux calculer tout ce qui se passe, je suis capable de tout faire. Euh, eh ben, c'est un peu bizarre. Ça va correspondre à quelque chose qui, si mon rayon de robustesse est suffisamment petit, eh ben, je reviens au problème d'avant, c'est-à-dire d'optimiser le coût moyen. Donc, je vais retrouver mon, ma stratégie optimale pour le nombre de journaux moyens. Et par contre, si je prends un grand voisinage de distribution, eh ben, je retombe directement sur le pire cas. Et du coup, je n'achète ni ne vends rien. Donc, ça paraissait, au départ, on avait l'impression que tout allait bien se passer, qu'on allait avoir quelque chose d'un petit peu continu, mais en fait, pas du tout. On se retrouve vraiment avec un caractère bang bang, c'est appelé en contrôle, c'est-à-dire bah, je passe directement d'une décision comme si je n'étais pas robuste à une décision comme si j'étais dans le pire cas. Donc, c'est un petit peu bizarre, hein. C'est lié explicitement à la forme spécifique de la perte qu'on utilise. Voilà. Donc, en fait, c'est un premier exemple qui est un petit peu un disclaimer de des fois, il peut se passer des choses très bizarres quand on parle de robustesse. Deuxième exemple, euh, beaucoup plus classique, surtout si vous êtes habitué à faire de l'apprentissage machine, le cas de la classification par régression logistique. Donc, régression logistique, ça correspond à la perte qui est ici. Donc, on vous a des points xi de dimension d, des yi qui sont soit plus 1, soit moins 1. On veut classifier les points x en plus 1 et moins 1. Notre perte est de cette forme-là, donc log de 1 plus exponentielle moins y prime, x prime scalaire x. Et donc, dans ce cas-là, c'est un petit peu pénible à voir, mais le problème robuste par distance de Wasserstein s'écrit comme je l'ai écrit en bas à gauche, et peut se résoudre par un solver habituel de programmation convexe type CVXP, CVXOpt, Jump, tout ce que vous voulez. Et là, c'est assez marrant parce que qu'est-ce qui se passe? Donc, si vous regardez le petit dessin en bas à droite, en bleu, du coup, vous avez toute la classe plus 1 qui est centrée vers la droite et assez éclatée. En rouge, vous avez la classe moins 1 qui est beaucoup plus ramassée et qui est euh, vers la gauche. Et donc, si je ne me préoccupe pas des points jaunes, je vais avoir un classifieur qui va passer tranquillement entre les deux ici. Maintenant, si je veux un classifieur un peu plus robuste, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'en fait, eh ben, je suis très confiant sur mes points rouges parce qu'ils sont très ramassés.
Mais en fait, mes points rouges, ils pourraient avoir une variance qui augmente, ou ils pourraient bouger légèrement. Très possible, par exemple, on peut s'imaginer, je reprends mon exemple de la population qui vieillit entre deux sondages ou deux collectes de données, eh ben, c'est des choses qui peuvent tout à fait arriver, que vraiment on a un shift ou d'une augmentation de variance. Eh ben, quand j'ai des points qui sont très très concentrés et que je mets une frontière de décision qui est très très proche de ça, sur les données d'entraînement, j'ai aucun souci, je vais avoir des très bonnes performances. En revanche, dès que je bouge un tout petit peu, je suis très sensible à ça. Et ce que va faire le côté robuste ici, il va se dire, en fait, je vais garder la même direction, mon classifieur, mais je vais la passer légèrement vers les points bleus. C'est-à-dire, je vais faire comme si certains des points bleus, donc de la classe plus 1, qui sont proches des points rouges, appartenaient en fait à la classe rouge. Et donc comme ça, je vais avoir un classifieur qui va s'éloigner un petit peu de mes points rouges, et donc il va permettre aux distributions d'être un petit peu plus, on va dire, mobiles en entraînant un peu moins de pertes de performance quand les distributions bougent un petit peu. Voilà. Un dernier exemple que je prends ici, c'est sur l'optimisation de portfolio. Optimisation de portfolio, alors on va aller assez vite. Globalement, on a M, M actions dont on connaît les retours, donc les pourcentages de gains sur les dernières années. On ne sait pas quel est le pourcentage de gains sur cette année, évidemment, mais on veut prédire une répartition de mon argent dans un portfolio. Donc, évidemment, si on a les données des performances précédentes, on peut se dire, bah, je mets tout sur l'asset, l'actif qui va avoir la meilleure performance. Et si je veux être très, 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 très conservatif, très, très robuste, je dis, bah, je ne sais rien, je ne peux rien prédire, et donc je mets un, autant sur chacun de mes actifs. Et ben, quand on fait de la robustesse, selon selon la taille on va dire de la boule autour de nos données d'entraînement, donc ce rho ici qui contrôle à combien on va être robuste, et ben, vous voyez en bas à droite que bah, plus on va être robuste, plus on va tendre vers cette répartition optimale qui est, on va dire, équivalente sur tout le monde, qui est un peu l'optimal de la robustesse qu'on peut faire. Et si à l'inverse, le rayon diminue, on va être un peu moins conservatif, on va essayer de faire un peu plus de performance en acceptant un peu plus de risques. On va se retrouver à donner de plus en plus de poids aux actifs qui rapportaient par le passé un peu plus d'argent. Voilà. Ça donne trois situations un petit peu différentes de ce qui peut se passer quand on a de la robustesse. Donc, des trajectoires très, très bang-bang, comme pour le pauvre vendeur de journaux, euh, des choses un petit peu fines dans la classification et dans le cadre de la sélection de portfolio, quelque chose qui retrouve, on va dire des intuitions classiques en finance. Euh, Si on regarde un tout petit peu comment choisir et quelle performance on a en pratique sur sur ces portfolios, par exemple, euh, ce qu'on peut regarder, c'est notamment ce qui se passe quand on regarde, parce qu'on est capable de la simuler, la vraie performance future. Vraie performance future, j'entends. Et ben, si on génère toutes nos données, on est capable d'en générer énormément et de dire ça va être ma vraie performance moyenne future. Et j'en prends un tout petit peu pour entraîner mon modèle. Et je regarde, est-ce que j'atteins quelque chose qui est comparable à à ma performance future? Est-ce que ma version robuste va être effectivement avoir une performance qui va me garantir quelque chose sur ma performance future? Et effectivement, c'est ce qu'on observe ici.
Et en particulier, on observe que donc la courbe rouge en pointillé ici, ce qu'on appelle la reliability, donc c'est la probabilité que la performance qu'on prédit soit pire que la performance qu'on va avoir en réalité. Donc, plus c'est haut, plus ça veut dire que la performance de modèle robuste va être garantie avec une certaine probabilité sur la distribution future. Donc, on voit que donc là, en abscisse, on a le rayon de robustesse. Et donc, plus le rayon de robustesse augmente, plus forcément notre reliability, donc la probabilité de garantir une certaine performance, va augmenter. Voilà. Et si on veut se dire, c'est quoi le rayon, qu'est-ce que je dois prendre pour ρ, globalement, 1 sur racine de n, c'est quelque chose qui marche bien. Donc en fait, on a des heuristiques en regardant ça qui sont assez convaincants. Ok, donc, première petite conclusion partielle. Donc, la robustesse, c'est quelque chose qui a l'air intéressant. Mathématiquement, on est très content de ce qu'on peut garantir. En revanche, même si ça a l'air de pouvoir faire énormément de choses un peu différentes, euh, le fait de pouvoir la calculer n'est pas forcément évident. Notamment, c'est pas évident que si on me donne un réseau de neurones, je sois capable de même estimer la valeur de la losse robuste. Donc, je suis pas sûr de pouvoir entraîner de manière robuste un réseau de neurones. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite, c'est que au-delà de ce qu'on vient de voir ici, on peut proposer des formulations un petit peu alternatives, et c'est ça qu'on va utiliser dans la toolbox dans la suite. Alors, comment est-ce qu'on fait ça en pratique? Si vous connaissez un petit peu le transport optimal, c'est assez à la mode en apprentissage statistique depuis quelques années. Vous connaissez probablement la régulation anthropique, c'est tout ce qui est lié à Silicorne et ce genre de choses-là. C'était un peu un buzzword depuis quelques années en, dans les communautés NeurIPS, ICML, etc. Et bien ici, on peut faire exactement pareil. Je vous passe les détails des calculs, c'est un truc qu'on a fait il y a 3 ans maintenant. Euh, et globalement, ça fait que on se passe d'un problème qui était le problème d'avant, qui était donc minimisé sur une variable en une dimension, la moyenne sur les données du suprême de tout un truc, à la même chose, sauf qu'en fait, j'ai remplacé mon sup par une version lissée, qui est un logsumx, si vous connaissez. Donc, qui est la moyenne sur mes données du log de l'espérance sur une gaussienne de l'exponentielle du terme que j'avais avant. Et en fait, ce truc-là, ça va permettre de lisser complètement le sup et donc d'avoir un objectif différenciable. Ce qu'on est capable mathématiquement de prouver, c'est qu'en fait, les deux objectifs vont être proches. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce deuxième objectif lissé, il est différenciable. Donc, je peux le plugger directement euh, comme loss pour un objectif torche, par exemple, ce genre de choses. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, maintenant, si on veut faire tout le schéma d'optimisation, il va falloir optimiser en X et en lambda tout cet objectif-là. Alors, il y a un petit calcul vous permet de voir qu'en fait, le gradient X et le gradient lambda sont calculables. Voilà, vous avez les formules ici. En revanche, euh, en fait, les formules elles font apparaître des espérances sur une distribution que j'ai choisie, donc typiquement une gaussienne. Mais ça veut dire que quand même, va falloir, on va dire, évaluer ces espérances. Donc, il va falloir échantillonner des points, faire globalement du Monte Carlo. Euh, En fait, c'est assez sensible, c'est pas forcément facile à faire, et donc c'est là-dessus qu'on a eu le plus de mal quand on a développé la bibliothèque, c'est que en fait, si on se dit juste, bon voilà, je vais tirer 10 points et je vais dire que mon espérance c'est la moyenne sur ces 10 points, en fait, ça marche pas du tout. Les gradients sont pas assez stables, il y a beaucoup trop de bruit.
Et c'est biaisé, ça marche pas du tout. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va tout rééchantillonner en permanence et on va utiliser de l'échantillonnage par importance pour en fait essayer de promouvoir des échantillons qu'on estime plus intéressants. Je vous la fais courte, mais globalement, avant, ce qu'on essayait, c'était de maximiser en détail le terme qui est ici. Et ben, si on essaye, en faisant du gradient sur ce terme-là, à proposer des points qui vont être meilleurs, on va dire avec une valeur plus grande, alors on va être capable d'avoir un meilleur échantillonnage. Bon. Globalement, il faut un petit peu faire attention au côté numérique de cette partie. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième partie de la présentation autour de la bibliothèque et de comment est-ce qu'on l'utilise et ce qu'on peut faire avec ça. Donc, la bibliothèque s'appelle SKWDO, elle est disponible sur mon GitHub. Elle est aussi disponible sur Pip, Conda et différentes autres choses. Donc, il y a deux types d'interfaces. Euh, une interface qui copie celle qui tourne, dans le sens où on a remplacé, enfin, on a fait des modèles type linear regression, euh, logistic regression, tout ça, on les a remplacés par les versions robustes que vous avez vues juste avant. En fait, pour certains de ces modèles, comme régression linéaire, régression logistique, on a des expressions assez simples qui nous permettent de les envoyer directement à un solver du commerce, type CVXPy, etc. Donc en fait, ça, c'est assez simple. Et donc, l'utilisation il suffit vraiment juste de remplacer la ligne j'importe de scalearm par j'importe de SKWDO. Et je fais mon fit, et j'ai juste à choisir bah, typiquement le rayon. Et puis voilà, je vais pouvoir voir ce qui se passe. Donc ça, c'est la version entre guillemets simple d'utilisation de la toolbox. Maintenant, vous l'avez vu, si vous n'avez pas si votre modèle n'est pas un modèle de type soit régression logistique, soit régression linéaire, c'est quasiment impossible d'avoir une méthode, d'avoir un objectif qui se résout facilement avec un solver du commerce. Donc pour ça, on a fait un wrapper autour de modules PyTorch. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, je prends votre modèle, je prends votre loss, je prends quelques points et euh, je retourne un nouveau module PyTorch qui va être en fait cette expression, donc l'objectif de l'expression là-haut. Où l'expérience ici, elle est remplacée par un sampler automatique qui, à chaque appel, va resampler des points. Voilà. Donc en fait, si les paramètres de votre module avant, c'était mes x que j'ai là, en fait, ça va rajouter un paramètre qui est le lambda, et ensuite, vous pouvez l'optimiser comme comme un module PyTorch classique. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, là, normalement, vous devez voir un des notebooks que j'ai préparé. Donc, tous les notebooks sont disponibles sur sur ma page web. Euh, seront disponibles sur le site des Focus Tech. Est-ce que je peux zoomer un petit peu c'est quoi, c'est zooming, contrôle égal. Hop, voilà, on va fermer ça. Hop, et voilà, ça devrait être encore mieux. Voilà. Donc ici, je vous fais le cas simplifié de la régression linéaire. Donc la régression linéaire, c'est quoi? C'est tout simplement, donc j'ai des données x, y, moi j'ai pris de R et R, donc j'essaie de régresser un point à partir d'un autre. Donc vous voyez, je reprends quasiment tout de Scalern, sauf que bah, cette fois-ci, au lieu d'apporter le linear regression de Scalern, bah, je l'apporte de SKWDO. Et donc, bah, mes paramètres,
Ils vont ressembler très très fort à ceux de sklearn. Donc typiquement, régularisation L2, est-ce qu'on fait un feed de l'intercept, etc. Euh, et en plus, il y aura quelques petits trucs, notamment ben, le failing robustesse. Voilà. Et ensuite, des choses un petit peu techniques sur comment est-ce que je veux utiliser, comment est-ce que je veux optimiser les choses s'il n'y a pas euh, voilà, de choses. Alors, euh, je vous passe le boilerplate. Voilà, l'estimateur, on l'obtient en faisant un appel à linear regression, donc qui est notre fonction, où en fait on a vraiment juste à passer le paramètre, le radius en tant que float. Voilà. Là, j'ai mis fit intercept juste parce que c'est le truc un petit peu habituel de Scala. Et donc après, bah, on a un estimateur qui est lui un vrai estimateur de la classe donc sklearn estimator. Donc c'est même comme on fait de la régression, c'est même pas un base estimator, c'est un regression estimator précisément de Scala. Et donc on peut lui faire faire tout ce qu'on veut, c'est-à-dire on peut le mettre dans des pipelines, on peut faire de la validation croisée, tout ce qui est habituel avec Scala. Donc voilà, tout ce qui est fit, predict, etc. Tout va bien. Voilà. Et donc bah, voilà, tout se passe un petit peu classiquement. Là, je ne fais pas le détail, vous pourrez aller voir. Euh, si on regarde un tout petit peu ce qui se passe, là du coup on avait deux classes très très peu séparées. Voilà. Les deux régresseurs pour des valeurs de rho suffisamment petites, avaient à peu près les mêmes valeurs. Dès qu'on passe sur un rayon un peu grand, en fait, il se met à faire un truc un petit peu arbitraire, un peu différent. Ça, c'est le côté un petit peu bang-bang que peut avoir le côté robustesse, qui est quand on a un rayon qui est trop grand, un rho qui est trop grand. Et ça qu'on avait déjà vu avec le vendeur de journaux. OK. Euh, On peut regarder le portfolio aussi. Donc là, le portfolio, c'est exactement ce qu'on avait vu avant. Donc, je vous montre juste comment on le fait en utilisant SKWDRO. Le portfolio, alors, on a une classe directement, qui s'appelle portfolio, du coup, qui optimise exactement ça. Et donc, bah, voilà, euh, il n'y a pas de, ce qu'on obtient, ce qu'on a comme données, c'est tout simplement les returns, donc les valeurs de retour d'investissement par produit. Et donc, bah, il y a notre classe portfolio, on lui donne du coup bah, le rayon. Les alpha et eta, c'est les coefficients qui servent à dire à quel point on veut être robuste à l'intérieur de la loss optimisée. C'est une petite subtilité, mais c'est plutôt côté finance. On fit et ensuite bah, on prédit. On peut faire ça pour tout un tas de rayons et on obtient, bah voilà, je l'ai refait tourner sur un peu moins d'échantillons, ça pourrait que c'est un tout petit peu moins lisse, mais on voit bah, ce qu'on a vu avant. Si on prend un rayon qui est grand, on va avoir tous les actifs qui ont la même quantité d'argent investi. Et quand on prend un rayon qui est suffisamment petit, on va investir très majoritairement dans l'actif principal, qui est celui-là, et un petit peu dans celui-là, mais en fait, dès qu'on va diminuer encore, on va se retrouver à investir de plus en plus dans l'actif qui a marché le mieux dans le passé. Voilà. Dernière, dernier exemple sur la partie, on va dire, escaleur Nike, sur le côté logistique, régression logistique. Donc là, bah, pareil, au lieu de faire le sklearn.linear model import logistic regression, c'est skWDO.linear models import logistic regression. Euh, le seul truc, on est en train de le fixer. J'avais déjà remarqué que dans sklearn, linear model, il n'y avait pas de S, et nous on a mis un S. Je le fixerai. Je l'ai fixé. Ce sera pushé dans la prochaine version. Voilà. Et donc les paramètres de Logistic Regression, c'est toujours pareil. En fait, on a le rayon de robustesse et tout un tas de trucs qui sont à peu près spécifiques euh, à la régression logistique du coup euh, habituellement dans Escalern, pareil. Ok, donc voilà, je ne vous détaille pas particulièrement comment ça marche. En fait, bah voilà,
les classifieurs. Pour définir un classifieur, il y a juste à définir le, voilà, notre logistic regression, à faire l'appel avec le rayon qu'on a envie. Voilà. Un truc qui est marrant, ici, je vous ai fait la petite simu sur, on s'entraîne sur ces jeux de données-là. On peut même regarder, regardons la ligne du bas, c'est encore plus parlant. Ce jeu de données-là, c'est celui qu'on avait vu dans l'exemple sur la version logistique dans le slide. On a une classe rouge très concentrée, une classe bleue, pardon, très éclatée. Donc, si je fais régression logistique classique, il va m'aller me coller un séparateur très très proche, ce qu'on voit ici, c'est celui-là, la régression logistique classique, très très proche de ma classe rouge. Et donc, effectivement, on a une accuracy test pardon, on a une bonne accuracy ici. En revanche, si maintenant, sur le test, je lui donne non pas euh, la même distribution, mais une distribution, cette fois-ci, c'est la distribution rouge qui est éclatée et la distribution bleue qui est resserrée. Eh ben, j'obtiens ce truc-là. Donc, mon classifieur est très proche des rouges, sauf que les rouges, maintenant, ils sont très éclatés. Mon classifieur, c'est comme s'il arrivait ici. Il va très, très bien classifier les bleus. Par contre, les rouges, il est à peu près à 50%. Et donc, on se retrouve avec une accuracy test qui est à 82% ici, sur cet exemple-là. Si je fais du robuste, donc là, j'ai pris, euh, tac, je ne sais plus ce que j'ai pris comme row, 2 fois 4 au carré. Bon, 2 fois 4 au carré, très bien, 32. Enfin, je ne sais plus pourquoi j'ai pris ça, mais c'est comme ça. Euh, donc, on avait dit, si je suis robuste, en fait, je vais décaler, je vais prendre un classifieur qui va être parallèle, mais qui va être décalé pour m'éloigner un petit peu de cette distribution très resserrée ici. Donc, on va arriver ici. C'est le classifieur qui est à droite. On le voit, il est ici. Ok. Les couleurs sont un tout petit peu moins franches. C'est tout simplement dû à la valeur de la leçon. Enfin, la frontière de décision est exactement ici. Et donc maintenant, si je regarde sur mon jeu de test, bah maintenant ma frontière de décision, elle est ici. Donc je classifie toujours plutôt bien mes bleus, mais par contre, je classifie beaucoup mieux mes points rouges. Ce qui fait que cette fois-ci, ma accuracy, elle est montée à 92%. Ça, c'est un exemple vraiment typique de cas où voilà, ce changement de variance, c'est un cas typique où la distribution, où la robustesse sur la distribution va beaucoup aider. Voilà. Donc ça, c'était les exemples avec Escala. Je passe maintenant aux exemples avec Torch. Donc, en Torch, ce qui va se passer, c'est que je vais faire comme d'habitude, sauf que je vais avoir, à l'aide de SKWDero, une fonction qui s'appelle Robustify. Robustify, ça me prend quoi? Ça va me prendre ma loss, donc la perte, euh, et et mon modèle. Donc ça va me prendre mon modèle et ma perte, le rayon, évidemment, et un petit peu de données. Je ne détaille pas les restes. Le reste, c'est des trucs par défaut. On pourra en parler après éventuellement. Alors, comment ça se passe? Je prépare mon jeu de données habituel. Je me mets mon dataset dans le data loader, etc. Le truc habituel. Je ne bouge pas. Donc là, mon problème, ça va être essayer de faire une régression sur cette fonction-là. On va voir à quoi elle ressemble après. Alors, mon modèle polynomial, bah voilà, c'est un module torch habituel. Où je fais quoi? Je fais des features polynomiales, donc c'est-à-dire que je prends x puissance 0, x puissance 5, x puissance 2, x puissance 3, etc., que je fais passer dans une couche linéaire. Donc là, je fais une régression d'un polynôme de degré truc. Je crois que c'est 4 ici. C'est 4 ici. Et alors, donc, si j'entraîne habituellement ma loss, euh, bah, en fait, il suffit de me la passer dans ma... pardon, je vais reprendre directement celui-là.
Si je veux entraîner directement ma loss, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais utiliser ma fonction Robustify. Je vais lui passer la loss, donc une MSE loss habituelle, mon modèle polynomial, le rayon, mes données. Et en fait, voilà, ce truc-là, ça va être un module torch. Et donc, je vais devoir optimiser mon module torch habituel. Voilà, mon module torch habituel, là, je l'ai entraîné avec LBFGS parce que c'était un exemple un peu simple. On verra tout à l'heure comment on fait avec Adam, un truc comme ça. Ça, c'est vraiment le truc classique. J'entraîne un module torch, hein. Il y a vraiment aucune originalité. La seule chose qui va vraiment changer, c'est que bah, au lieu de passer l'os modèle, je vais avoir une nouvelle loss qui est la sortie de ma fonction Robustify. Là, j'entraîne, j'évalue mon modèle et je peux regarder ce qui se passe. Voilà. Donc j'avais un modèle qui était comme ça. Donc là, c'était en noir, c'est ma fonction que j'essaie de régresser. En vert, c'est mes points. Et en rouge, c'est la fonction que j'obtiens. Voilà. Avec une certaine forme de robustesse qui est ajoutée ici. Je vais pas trop détailler. Voilà. Donc ça, c'est le schéma un peu standard pour un petit problème de régression classique. Et enfin, il me reste quelques minutes pour vous parler de comment est-ce que ça marche si on veut faire ça sur un réseau de neurones. Maintenant qu'on y est arrivé, et ben en fait, il se passe à peu près la même chose que dans le cas précédent. Le seul truc dont on a besoin, c'est de notre fonction Robustify ici, qui va faire tout le job. Donc là, j'ai pris le jeu de données Moons de Scikit-learn pour prendre un truc un peu simple, voilà. Euh, voilà, je fais mes batchs, mais ça c'est le truc vraiment habituel. Je fais un réseau de neurones à deux couches, complètement habituel, donc couche linéaire, relu, couche linéaire de sortie, voilà, tout simplement. Hop. Donc là, j'ai mon modèle, qui est mon modèle à deux couches linéaires. Ma fonction de loss, qui est binaire icrosentropie, truc habituel du coup pour la classification. Et qu'est-ce qui va changer? Ben, au lieu d'envoyer directement loss du modèle à entraîner à mon solver, eh ben, je vais faire une loss robuste avec ma fonction robustify. Donc, il va prendre ben, ma fonction de loss, mon modèle, mon rayon et un petit peu de données. Voilà. Et donc, mon optimisation, bah, elle va avoir à peu près cette tête-là. Cette fois-ci, je vais prendre Adam W comme optimiseur, comme tout le monde, j'ai l'impression, maintenant. Et bah, voilà. Donc, ma loss, voilà, j'ai mon optimiseur 0 grade. Loss, ça va être ma robust loss pour le batch qui arrive. Je fais mon backward, je fais une step d'optimisation. Et voilà. Et tout se passe habituellement. Et mon modèle est entraîné directement. Donc là, en fait, ma robust loss, je vous rappelle, du coup, il y a les paramètres de mon réseau de neurones qui sont directement hérités en fait de loss function, là, du modèle, pardon. Et j'ai le petit paramètre lambda, là, quel truc qu'on va optimiser, qui arrive en même temps. Voilà, qui est ajouté directement. Donc il y a un paramètre en fait, il y a un seul paramètre de plus. Par contre, ça va prendre un petit peu plus de temps si vous le faites. Et la raison pour ça, c'est que, et vous l'avez, il y a un truc très simple. C'est qu'en fait, vous vous souvenez, dans la loss robuste que je vous ai montré, il y a une espérance à calculer à un moment. Ben, cette espérance à calculer, ben, en fait, j'utilise du Monte Carlo. Du coup, c'est comme si je faisais passer peut-être une dizaine de points en plus dans le modèle et dans lequel je vais calculer un gradient. Et forcément, ça va augmenter le temps de calcul. Ça va augmenter le temps de calcul bah, ça dépend du modèle, ça dépend de pas mal de choses, entre x3 et x10, à peu près. Voilà. Pour l'instant, c'est inévitable. On est en train d'essayer de faire des stratégies un petit peu plus fines d'optimisation pour proposer quelque chose qui sera un peu plus rapide, mais pour l'instant, on est sur cet ordre-là. Voilà. Et donc, je vous montre rapidement, bah, voilà, train test habituel, donc, voilà, qu'on obtient donc sur une décision robuste. Voilà. Et c'était tout pour moi. Merci de votre attention. On a un petit peu de temps pour les questions. Merci, merci Franck.
Des questions. Alors, il n'y en a pas dans la liste là, mais je vois que Cédric a levé la main depuis le début, donc peut-être que tu peux poser ta question en direct si tu le souhaites. Pardon, je t'ai, je t'ai ouvert. Attends, j'arrive pas à t'ouvrir. Ah oui, c'était pour les URL des sites sur les clés. Ouais, Euh, c'est ça. Ouais. bon, et alors, oui, une question de Valentin, pardon, oui, qui demande Ah euh, oui. quel type de Sur- projet tu as pu utiliser ta librairie. Alors, merci, ouais, très bonne question. Alors, pour l'instant, c'est on va dire en plusieurs, ma réponse est en plusieurs bouts. Les premiers bouts, on a fait vraiment des trucs très très classiques. C'est un peu ce que je vais vous présenter ici. Optimisation de portfolio, c'est un peu le truc classique en optimisation robuste. Dans nos premiers trucs. Après, on a fait tout ce qui était régression linéaire, régression logistique pour des données un peu classiques. Là, on voulait voir plutôt la robustesse sur, entre guillemets, de la généralisation. C'est-à-dire, est-ce que si on a peu de données, on est capable de garantir de la performance sur beaucoup plus de données. Voilà, c'était ça notre objectif à ce moment-là. Et après, on est en train de faire, on a fait différentes choses. On a fait une application. Alors, je peux vous montrer ça. Euh, Hop, je vais regarder ça. On a fait une application en optimisation de forme qui est assez marrante. Je vous retrouve ça dans 2 minutes. Hop, euh, est-ce que je trouve ça là? Hop, en optimisation de forme, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'essayer d'optimiser euh, la forme. Par exemple, une forme, c'est un pont, on va dire. Quand on optimise une forme, on l'optimise par rapport à son chargement, c'est-à-dire où va être la pression sur le pont. Eh ben, cette pression-là, on ne la connaît pas a priori. On ne sait pas si on va être plutôt sur un point, on va avoir beaucoup de force au début, beaucoup de force à la fin, etc. Donc l'incertitude, elle est bien ici. Ça, c'est de l'incertitude en optimisation de forme. Voilà, j'ai retrouvé un slide hop, où je parlais de ça. Donc ça, c'est purement optimisation de forme. Donc là, je veux optimiser la forme d'une poutre. Donc la poutre, elle est clampée sur le mur à gauche et j'ai une force qui est ma flèche jaune à droite. Donc ça, voilà, je veux optimiser ça. Ma contrainte, c'est je veux pas que ma poutre elle fasse plus de temps de volume. Donc, j'ai une contrainte de volume et je veux qu'elle soit le plus résistante, c'est-à-dire qu'elle bouge le moins possible quand on applique une force dessus. Donc cette version-là, donc, au-dessus du rho égale 0, c'est ce qu'on obtient en optimisation de forme classique. C'est-à-dire ben, un truc avec deux trucs comme ça. Vous voyez, si vous avez déjà monté, je sais pas, des petites tablettes, c'est exactement ce genre de forme qu'on a pour optimiser pour monter des petites tablettes sur des murs. Ensuite, on peut se dire, bah, j'ai une incertitude sur la direction de mon vecteur. Est-ce que mon vecteur il va pas être plus ou moins penché? Et on voit qu'en fait, si j'ai une tablette, un truc assez resserré, et si j'essaie de pousser par au-dessus, en fait, je vais me déformer. Du coup, qu'est-ce que je fais pour ne pas me déformer? Je vais être obligé de faire des arches, et plus je vais être robuste à des cisaillements, plus je vais être obligé de mettre des petits ponts entre les branches. Donc ça va me donner beaucoup plus de robustesse au cisaillement transverse. Donc là, c'est d'optimisation de forme, c'est-à-dire c'est des solveurs d'éléments finis là-dessus. Et donc, au lieu d'optimiser la résistance à un seul chargement, on a on a modifié la résistance à tout un tas de chargements qui sont autour de ça. Donc ça, c'est un résultat qu'on a eu en 2022. Il y a il y a un étudiant qui travaille là-dessus à Grenoble avec mon collègue Charles Lepony. Et donc, il va y avoir bientôt une bibliothèque en optimisation de forme, donc vraiment en éléments finis qui intègre ces idées-là. Ça, c'est du bientôt. Et pour un côté un peu plus learning, en fait, en ce moment, on est en train de faire ça.
il y a un dataset qui s'appelle Wilds, hop, qui est un dataset de distribution shift in the wild. Donc, c'est-à-dire des, entre guillemets, vrais jeux de données où on a des subpopulation shifts, c'est-à-dire vraiment des différences entre les distributions à entraînement et les distributions à la prédiction. Par exemple, c'est beaucoup ici d'imagerie, euh, mais c'est typiquement, bah, voilà, si on veut prédire de la reconnaissance, je sais pas, de fleurs ou d'arbres, si c'est en Europe ou en Amérique du Nord, en fait, on va avoir des performances qui vont se dégrader énormément parce qu'il va y avoir on va dire des subpopulation shifts, c'est-à-dire des petits morceaux des jeux de données qui vont complètement changer. Et donc là, on est en train de regarder, parmi ces datasets, normalement, on regarde principalement iWildCam, sur euh, comment est-ce qu'on est capable, en utilisant ces techniques, d'avoir des meilleures performances en test que les méthodes classiques. Voilà. Ok. Peut-être une question complémentaire. Donc, tu as une réponse de Valentin. Oui. Excellent, merci Franck, etc. Et plus généralement, là, peut-être en une ou deux minutes, est-ce que tu pourrais dire quelles sont en fait les classes de problèmes pour lesquelles les solutions que tu as présentées sont particulièrement bien adaptées? Donc, si j'ai ce problème-là, franchement, il faut que j'aille à fond la caisse, quoi. C'est une bonne question. Euh, je pense que euh, quand il y a c'est un problème, enfin, la robustesse en général, c'est quelque chose qui va vraiment bien marcher, qu'on a observé, quand on a des données qui ont été récupérées il y a longtemps et qu'on subit vraiment un population shift, c'est-à-dire vraiment des données typiquement euh, liées à des personnes qui ont des changements de comportement ou d'avis ou de choses comme ça. Et donc, il y a vraiment un shift euh, sur les données de ce type-là, vraiment lié on va dire, à vraiment une partie de la population qui devient plus grande, une partie de la population qui devient plus petite et qui a un shift de change là, de ce moment-là. Dès qu'il y a ça, que ce soit de la régression ou de la classification, on va réussir à faire quelque chose de plutôt pertinent. Pour l'instant, ce qui est dur à faire, ce qu'on est en train d'essayer de faire, mais ce qui est un petit peu dur à faire, c'est vraiment de faire de la classification en images là-dessus. On commence à y arriver, mais généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne juste la dernière couche, vraiment sur de last layer, parce qu'on n'arrive pas à avoir de bonnes performances en end-to-end. Pour l'instant. D'accord, ok. Oui, alors ça, c'est très prometteur, notamment dans les domaines industriels où en fait, les, les systèmes de production, de façon générale, en fait, ils évoluent dans le temps. Exactement. Ils peuvent avoir des évolutions, etc. Donc, c'est à peu près la même chose tout en étant différent. Ok, merci pour cette Et oui, et juste une petite précision, pour revenir sur le changement du coup de temps, le fait d'être robuste à un changement qui pourrait être envisagé des données, typiquement robuste à des changements dans le temps de la population, c'est quelque chose qui est explicitement demandé par l'Européenne et IACT. D'accord. Ah oui, ok. Ouais, Voilà. ok. Ok. Bonne. Merci pour cette précision. Je fais de la pub pour la chair aussi. Oui, oui, puis on est aussi justement à exploiter en fait les résultats d'Amity pour préparer des bacs à sable réglementaires pour que les gens ils puissent faire une préparation à la mise en conformité en fait de l'EAIAC. Donc Voilà. on retiendra. Merci beaucoup Franck. Merci Merci. à chacun et chacune de votre participation. J'espère que vous en avez tiré profit et que vous en tirez profit pour la suite. Une façon d'ailleurs je sais pas comment dire, mais de rémunérer ou de payer Franck du temps qu'il a passé, c'est aussi lui faire des retours, je crois, si vous utilisez sa librairie, je pense qu'il sera absolument ravi d'avoir vos retours et vos questions, donc surtout n'hésitez pas. Oui. On termine là le 15e focus technique, tech session. Rendez-vous à la rentrée et regardez vos mails et le LinkedIn aussi. Ce sera sur de l'utilisation de techniques d'IA générative pour le traitement des images, et ce sera fait par un de nos partenaires industriels. Vous pourrez avoir accès au replay, aux slides, à l'accès sur le Git, etc., sur le site d'Aniting.
Donc un grand merci à chacun et surtout un très grand merci à Franck et on vous souhaite